Bien, bonjour bande de jeunes brebis péquistes de la conspiration Nord, j'espère que vous allez bien. On est là aujourd'hui pour mon preview de l'UFC Fight Island 5, Moraes contre Sandhagen. Ça sonne tellement bien quand je dis ça. Marlon Moraes, Corey Sandhagen, deux des meilleurs bantamweight au monde. Bantamweight qui d'ailleurs, probablement la meilleure division en MMA avec 155 livres là, en ce moment. Donc on a deux des meilleurs combattants d'une des meilleures divisions qui s'affrontent dans un main event qui ne peut pas décevoir. C'est un excellent style match-up, ça va être très bon. Fait que j'ai mes analyses et positions complètes pour ce combat-là, mais tous les autres combats aussi sur la carte, avec d'autres noms intéressants, des nouveaux venus, mais quasiment juste des nouveaux venus que je connaissais et que j'avais hâte de voir arriver dans l'UFC. Pas genre Cameron Else puis des gars de même que c'est pas trop d'où ils sortent puis qui prennent ça genre un shot vraiment dernière minute ou quoi. Ça, c'est tous des gars que j'avais hâte de voir dans l'UFC qui font leur entrée dans des match-ups qui sont compelling. Donc, je pense pas que tout le monde va gagner, mais je pense qu'on va avoir bien du fun à regarder ça en général. Et puis, c'est ça. Analyse et prédictions, on est prêt. Avant de commencer, cependant, je vous demanderai, comme j'essaie de le faire sur toutes les vidéos, mais moi, on dit que je suis pas bon des fois sur le podcast avec Greg, j'oublie complètement. Il me semble que c'est la place, je devrais le plus le demander. Mais bref, abonnez-vous à la chaîne MMA Talk si c'est pas déjà fait. Et j'essaie d'avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ça serait comme quand même nice, genre. Fait que faites ça, si vous êtes sur Facebook, le premier 30 secondes, allez sur YouTube, tac tac tac, abonnez-vous, puis c'est ça. Là, après, checkez bien les vidéos où vous voulez checker, il n'y a aucun stress là-dessus. Mais bref, parlons de ce main event. Marlon Moraes, Corey Sandhagen, c'est vraiment un très très bon combat, mais en plus d'être un bon combat, c'est un bon style match-up. Tu sais, des fois, t'as des combattants élites, mais t'es genre, je sais pas comment ça match, là, ce style-là. T'es genre, je sais pas si ça va donner un bon combat. Notamment, Olium contre René Aldana. Moi, je m'attendais à un mauvais combat. Heureusement, Olium a sorti une des très belles performances de sa carrière, puis s'est battu de façon intéressante. Fait que ça donne un bon combat. Dans le cas de Moraes contre Sandhagen, je m'inquiète pas trop. T'sais, parce que oui, Marlon Moraes, des fois, ça y est arrivé d'avoir des combats un peu plus slow-paced. Notamment contre Raphaël Assunção. Puis j'ajouterais celui contre José Aldo, même si tant qu'à moi, c'était pas tant slow-paced que ça. Il y a juste pas eu trop là, de gros moments dans le combat, à part Aldo qui a failli se faire knocker en quelques secondes, mais bref. Ceci étant dit, Corey Sandhagen, lui, ne sait pas comment se battre autrement que de pousser un pace, que d'être agressif, que d'aller de l'avant si tu stalker son adversaire, lander beaucoup de volume. Comme on a vu dans son dernier combat contre Aljamain Sterling, c'est peut-être au niveau du fight IQ qu'il y a encore un peu de travail à faire dans son process, dans qu'est-ce qu'il veut vraiment faire dans la cage, parce que c'est vraiment un des combattants qui est super willing de se battre partout, mais comme il s'est rendu compte comme contre Aljo, c'est que tu vas pas être meilleur que tout le monde partout en tout temps. Puis il y a des combattants comme Aljamain Sterling que tu essaies de pas te retrouver dans un clinch en moins d'une minute pour que le gars te backtake du clinch debout puis te choke immédiatement. T'sais. Donc, c'est sûr que je m'attends à ce que Sandhagen revienne fort là, de cette défaite-là, parce que c'est une défaite qui, tu sais, le gars il était on his way to the top, puis là il perd en quelques minutes au premier round. C'est sûr que ça regarde moins bien, mais de la manière que c'est arrivé, c'est pas comme s'il s'est fait rocker, s'est fait feiner debout, puis il était juste pas de calibre non plus. Il a vraiment juste fait une erreur, puis il s'est fait prendre son dos par Aljamain Sterling. Puis je pense qu'on a appris à travers les années que s'il y a bien quelque chose que tu essaies de ne pas faire en général, c'est de donner ton dos à Aljamain Sterling. Donc, la dynamique ici est assez claire. Marlon Moraes, bon back foot fighter, est capable de counter très très bien. Un excellent kicker. Va nécessairement se battre sur le back foot contre le stalker, le Corey Sandhagen, qui va probablement essayer de lander un paquet de volume, mixing des takedowns. Je pense pas qu'il va avoir peur de grapple avec Marlon Moraes. Le Moraes est très très bon au sol, mais Sandhagen aussi. C'est pas parce qu'il s'est fait choquer par Sterling qui est pas bon au sol généralement. On l'a vu contre Yuri Alcantara, il s'est fait pogner dans un armbar et puis il a jamais tapé, il a fini par démolir Alcantara au sol. T'sais, la seule critique que j'ai peut-être pour Sandhagen, mais c'est autant au niveau de son striking que son grappling, c'est que des fois il est trop wild, puis il se fait cut soit debout ou au sol. Au sol, des fois il essaie tellement de faire les choses rapidement sans avoir établi sa position que ouais, il se fait prendre dans une soumission, puis la majorité du temps il est super tough puis il réussit à s'en sortir, mais comme ça fait 13 fois que je dis depuis le début du vidéo, si tu donnes ça à Aljo, tu t'en sortiras pas. Fait que comment ça va se passer? C'est sûr que moi, j'ai comme un affaire qui me dérange un peu là, dans le match-up, qui me fait un peu hésiter au niveau de mon pick.
c'est le fait que justement Corey Sandhagen va être très wild, puis il a tendance à planter ses pieds quand il veut se lander avec du power, ce qui est normal. L'affaire c'est que Marlon Moraes est un très bon kicker. Ça me surprendrait pas que si ce combat-là change de momentum, puis Moraes finit par le remporter, ça soit à cause des leg kicks. Que ce soit à cause que Sandhagen, justement, à chaque fois qu'il plantait son pied, bang, un bon calf kick, puis qu'il a réussi à vraiment le sortir de sa game en lui enlevant sa jambe, littéralement. Et puis que Marlon Moraes soit capable de gagner. Parce que sinon, j'ai l'impression que ce combat-là va être compétitif, mais plus il va avancer, moins que ça va bien aller pour Marlon Moraes, parce que j'ai vraiment l'impression, en regardant Corey Sandhagen, puis la façon dont il se bat, puis il a un cardio absolument exceptionnel aussi. C'est un combattant qui doit être fait pour faire des combats de 5 rounds. On ne l'a pas encore vu là, vraiment, ça s'est jamais rendu jusque-là. Mais selon moi, c'est quelqu'un qui a le genre de style, à la Tony Ferguson, à la Carlos Condit, qui est bon, va mettre beaucoup de volume, très opportuniste, en excellente condition physique. Je pense que c'est un combattant qui est fait pour faire 5 rounds. Marlon Moraes a déjà fait 5 rounds, mais il faut que ça soit à un pace auquel il est confortable. Puis on a vu contre Henry Cejudo, il est allé trop fort dans le premier round. Puis quand Henry Cejudo s'est mis à matcher le pace là, au deuxième round, il a rapidement gaz out. Puis l'affaire, c'est que Corey Sandhagen, un des plus grands atouts qu'il a, c'est son pace. C'est le fait qu'il va de l'avant piston puis il arrête jamais de travailler. Puis d'après moi, c'est juste un match-up qui va être excessivement taxant pour Marlon Moraes. Puis ça me surprendrait pas qu'il gagne les 2 premiers rounds straight up de ce combat-là parce qu'il réussit à être sur son basic, puis bien kicker, puis bien counter Corey Sandhagen, qui est encore très counterable. Autant c'est un combattant très effectif en offensive. C'est pas nécessairement la même chose en défensive. Fait qu'il va y avoir beaucoup d'ouverture pour Moraes. Si, comme j'ai dit, il est capable de capitaliser sur les leg kicks puis juste complètement sortir Sandhagen de sa game avec une coupe de bons leg kicks puis gagner le combat comme ça, c'est une avenue là, qui est très, très, très possible. Mais je pense que l'avenue qui est la plus possible, la plus plausible, c'est que le pace de Sandhagen au courant des rounds finit par être trop pour Marlon Moraes. Puis pour cette raison-là, je vais y aller avec Corey Sandhagen par genre TKO au 5e round. J'avais écrit décision, mais plus que je parlais, plus que je me suis convaincu qu'elle allait le finir. Donc, TKO au 5e round, Corey Sandhagen. Ça nous mène au co-main event de la soirée. Edson Barboza de retour en action à 145 livres, encore une fois, face à Makwan Amirkhani. Puis ça, là, c'est un combat qui est tailor-made pour Edson Barboza. On s'entend? Edson Barboza, tout le monde le sait, son problème, c'est la pression. C'est un bon pressure fighter qui est capable d'appliquer une bonne pression. Parce que, tu sais, si tu veux juste courir en ligne droite sur Edson Barboza en étant wild, ben là, on voit Edson Barboza contre Dan Hooker. Tu comprends? On s'en rappelle tous de comment ça a été ce combat-là. Dan Hooker, il est allé balls to the walls, puis il a pas, tu sais, pourtant c'est un bon striker qui est capable de se déplacer, couper des angles, puis tout. Il a pas fait ça dans ce combat-là. Il a juste chassé Barboza en disant faut pressure, mais il a pas appliqué de la bonne pression, puis il s'est fait matraquer complètement. Si tu appliques de la bonne pression, cependant, ben c'est quand même la manière de battre Edson Barboza, même qu'on a vu Danny Gay, oui c'est une décision qui est controversée, mais Danny Gay est un pressure fighter qui est capable d'appliquer de la bonne pression, puis selon moi même si c'est pas les skills d'un Barboza, c'est comme ça qu'il réussit à aller chercher cette victoire-là. L'affaire, c'est que Makwan Amirkhani va se convaincre au premier round qu'il est un pressure fighter, va probablement pas appliquer de la bonne pression, puis va absolument gaz out après. Donc, personnellement, là, je pense que c'est un combat qui est assez straightforward ici. Edson Barboza, TKO, passer le premier round, je dirais milieu de deuxième, fin de deuxième, peut-être début de troisième, cependant. Fait que c'est ça. Ensuite, c'est le gros lol de la soirée. Big Ben Rothwell face à Marcin Tybura. Puis je m'éterniserai pas sur cette analyse-là. Il faut juste comme apprécier ce combat-là pour le shit show que ça va être. Mais Marcin Tybura, c'est pas compliqué. S'il est pas capable d'out-grapple ses adversaires, ne gagne plus. Il était quand même... Il n'a jamais été le striker le plus confortable, mais il était quand même capable de travailler derrière un jab et de garder une bonne distance avant. On dirait qu'il a perdu un petit step, ça marche plus vraiment maintenant. Ça fait qu'il faut qu'il out-grapple ses adversaires pour les battre. Big Ben Rothwell est gigantesque, une force de la nature en termes de force physique qui est pas nécessairement tant bon techniquement, il est weird techniquement debout, il fait pas les affaires comme tout le monde, mais d'après moi il est juste tellement gros, tellement fort physiquement que Marcin Tybura sera juste pas capable de l'out-grapple et va donc perdre, fait que j'ai Ben Rothwell ici par décision. Ensuite,
On rentre dans les nouveaux venus là, que j'avais hâte de voir dans l'UFC. C'est Marcus Perez face à Dricus Du Plessis, qui est un Africain du Sud-Africain, et qui se battait, me semble, à KSW, là, si je me rappelle. Je pense pas mal sûr que c'est ça, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'il s'est battu contre Roberto Soldic, là, qui s'entraîne au Tristar. Donc, oui, KSW. Et puis, combattant assez intéressant à voir. Je sais pas jusqu'à quel point j'ai confiance qu'il va devenir un top 15 dans l'UFC ou rien, parce qu'il est comme trop weird debout. Puis c'est trop le genre de striker qu'on dirait qu'il joue à Pokémon Stadium. Là. Il est genre, bon, là, je vais lancer un coup de poing, voilà. Alors, c'est à ton tour, viens-t'en, lance-moi un coup de poing. Oh, ok, je vais me défendre. Ah, check ça, je vais te lancer une combinaison. Oh, avec un kick. Oh, j'ai kické pour vrai. Mais genre, c'est ça, c'est comme. Il lance une combinaison, après attend que son adversaire genre réponde, puis après c'est comme si c'était à son tour, puis après c'est au tour de l'autre. C'est une drôle de manière de se battre parce qu'on dirait que c'est une manière où tu peux pas accumuler vraiment du momentum, là, à moins que tu fasses vraiment plus mal à ton adversaire. L'affaire, c'est que Marcus Perez, s'est complètement fait violenter par Wellington Turman parce que Wellington Turman a mis un peu de pression. Puis Marcus Perez, c'est le bon grappler qui arrive, qui swing des spinning back kicks pendant 5 minutes sans arrêt, qui gas out complètement, puis qui perd. Fait que, à moins que Du Plessis se foute dans la marde au sol au premier round, je pense qu'il devrait gagner ce combat-là par décision, là, juste par le fait qu'un moment donné, même s'il essaie de strike turn to turn, Perez va tellement être genre fini pis gassed out que ça va paraître qui est le gars qui l'aime mieux, même si dans ma tête Dricus Du Plessis n'est pas nécessairement le meilleur striker là, qui arrive dans l'UFC en ce moment. Mais bref, regarde, je l'ai par décision aussi, je pense que j'ai juste aucune confiance en Marcus Perez. Là. Bref, c'est ça le read ici. I don't trust Marcus Perez, puis je pense qu'un débutant envers qui j'ai pas d'attente, là, mais comme ce gars-là, ça va être un top 20 à 30, d'après moi, dans l'UFC. Je m'attends pas tant à plus que ça de lui. Il devrait être capable de battre Marcus Perez pareil, parce que Marcus Perez fait dur. Ensuite, Tom Aspinall face à Alan Bodo, notre boy qui s'est déjà battu sur TKO, membre de la MMA Factory, partner à Cyril Gann et à Nassour Zenimavov, les frères Lapillus, notre bon ami Fernand Lopez. Donc, shit. Ce combat-là pour Alan, je l'aime pas du tout, là, pour être bien franc avec vous, parce que c'est un combat short notice chez les poids lourds contre un énorme heavyweight qui, oui, a des failles, mais peut-être pas au niveau où je pense qu'Alan peut les exploiter. Genre, dans le fond, là, basically, Alan est capable de tout faire. C'est un bon combattant complet, mais principalement, comme beaucoup de gens de la MMA Factory qui ne s'appellent pas Damien Lapillus, aime se battre debout, kickboxer avec son adversaire. Puis il est bon, là, très très bon, très technique. L'affaire, c'est que Aspinall aussi est vraiment juste bon à une chose, puis c'est la boxe. Mais il est très bon et très technique. Moi, je pense que Tom Aspinall aurait pu être un boxeur pro heavyweight, puis pas être une superstar, pas devenir Tyson Fury ni rien, mais bien s'en sortir, être un bon heavyweight compétitif qui est capable d'un moment donné peut-être se tailler un combat contre quelqu'un qu'on connaît. T'sais. Mais il a choisi la MMA à la place. Puis ça fait que, j'ai l'impression qu'on va avoir Aspinall et Alan qui vont principalement vouloir striker. Et puis t'en as un qui va juste être vraiment plus gros, puis vraiment plus fort, genre en termes de power que l'autre. Puis c'est Tom Aspinall, fait que je pense qu'il va gagner là, par TKO au premier round. Puis c'est pas quelque chose que je vais tenir contre Alan non plus. Parce que on s'entend qu'Alan c'est un 205 livres, là, puis il a pris ça sur short notice, puis après il va arriver à 205 livres. Fait que j'ai vraiment hâte de voir les débuts 205 livres de Alan Bodo, mais je m'attends pas vraiment à grand chose présentement pour son début face à Tom Aspinall chez les poids lourds. Je pense que c'est un assez rough match-up pour être bien honnête. Ensuite, mon combat préféré sur la carte après le main event, le de loin, Youssef Zalal face à Ilia Topuria. Puis on a vu Youssef Zalal, là, déjà 3 combats, excellent fighter, très technique debout, très technique au sol, capable d'avoir une lutte bien correcte aussi, puis vraiment très intelligent, combattant qui sait déjà, même si c'est encore un prospect en développement, c'est comment gagner des rounds, c'est genre une bonne awareness pendant le combat. Oh, ce round-là est vraiment serré. Faudrait peut-être que je lande un takedown avant la fin. Ou non, je gagne âprement ce round-là. Je peux me permettre d'essayer un flying knee ou un spinning kick ou une niaiserie, qui va peut-être me mettre dans le trouble par rapport à me faire takedown, me faire amener dans le clinch ou quoi comme ça. Mais je gagne tellement le round que je peux me le permettre. Fait
Très bonne awareness, puis je pense que c'est ça son plus grand atout. Là. Ben, à part du fait qu'il est super technique partout, qu'il est vraiment un excellent prospect, genre à surveiller là, dans l'UFC, un des prospects 145 livres. Il y en a beaucoup, là, mais c'en est un de ceux qu'il faut vraiment qu'on surveille. Ilia Topuria aussi, cependant. C'est son début dans l'UFC, j'avais tellement hâte de le voir. C'est un autre gars qui vient de la Géorgie, comme les Merab Dvalishvili puis les Roman Dolidze qu'on a vu récemment. Genre, c'est un malade, ce gars-là. Je l'aime vraiment parce que c'est un gars qui a très bon grappler avec du bon conditioning, mais on dirait qu'il utilise pas ça comme Merab l'utilise, c'est-à-dire je vais te take down 34 fois dans le combat puis je vais te laisser te relever pour te re-take down. Ilia Topuria, c'est comme, je suis un excellent grappler, je vais absolument te soumettre, j'ai gagné presque tous mes combats par soumission, donc je brawl avec toi debout parce que je suis quand même technique debout, je suis un bon counter-striker, je frappe fort, puis dans le pire des cas, tu me takedowneras, je suis vraiment très très bon au sol. Donc, tu sais, moi, c'est ce que j'aime voir, là, le bon grappler qui dit si je suis tellement un bon grappler, je m'en fous d'aller au sol, fait que je vais genre littéralement brawler avec toi jusqu'à temps que soit je te clip. C'est sûr que si Topuria clip Youssef Zalal, il va sauter au coup direct. C'est un gars de Club and Sub, c'est vraiment un bon combattant. Je suis super excité pour ses débuts dans l'UFC. Mais j'ai comme l'impression que contre Youssef Zalal, c'est un round winner. C'est un gars que ça va être un combat serré, mais genre Zalal va être capable de faire les petits steps pour aller chercher les rounds. Puis ça fait que je m'attends pas vraiment à ce qu'ils soient capables de se finir un l'autre. Les deux sont très tough, très durables, en bonne condition physique. Fait que si j'ai une décision à m'attendre, c'est pas mal en faveur de Zalal que je dois prédire ce combat-là, mais Ilia Topuria, je suis vraiment très excité pour ses débuts dans l'UFC. Puis pour vrai, s'il gagne, là, je vais vraiment être très 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 content. Même si j'adore Youssef Zalal aussi, c'est deux de mes combattants. Ben tu sais, je peux pas encore dire ça de Topuria parce que je l'ai pas vu en action dans l'UFC, mais c'est la scène régionale, le gars était malade mental. T'es absolument magistral à voir se battre. Puis Youssef Zalal, très très bon aussi. Puis je suis toujours excité quand ces combats vont avoir lieu. Donc, gros fight. Pour vrai, là, ça. Premier combat de la main card, manquez pas ça, ça va être excellent. Un autre combat que vous ne voudrez pas manquer, c'est le dernier combat sur les prelims, parce qu'on a un Canadien que ça fait des années, au moins 2 ans là, que je parle de lui, c'est KB Bhullar face à Tom Breeze. Puis tu sais, si tu regardes ça sur le papier, je pense pas que tu peux vraiment pick KB Bhullar ici, parce que genre Tom Breeze va avoir un avantage de reach et bon, tu sais, il y a une genre de capacité à la Rory McDonald là, debout, d'anciens fighters du Tristan de vraiment se battre en arrière de son jab, puis tu sais, être très, très, très sécuritaire, je dirais, là, dans sa façon d'approcher le combat debout, tu travailles en arrière d'un long 1, 2, 1, 2, puis pas trop se mettre dans le pétrin en général, puis le fait qu'il est quand même grand puis fait sur le long, il y a beaucoup de reach en général sur les combattants qui affrontent, donc c'est ça, puis c'est un bon grappler, bon lutteur, tu sais, mais le problème avec Tom Breeze, c'est tout sauf dans la cage, c'est littéralement sa tête, là, c'est connu, le gars fait des attaques de panique avant les combats, il y a des graves problèmes d'anxiété, puis tu sais, contre Brendan Allen, c'est tellement bizarre parce que ça allait bien, puis à un moment donné, il s'est retrouvé dans une mauvaise position, puis on l'a immédiatement vu, il a fait « Oh non, je suis dans une mauvaise position, je suis dans la merde », puis il s'est laissé finir, là, littéralement laissé finir, puis on dirait que tant que je ne l'aurais pas vu prouver le contraire, prouver qu'il a réussi à traverser là, ces épreuves mentales-là, je peux pas le pick. Je peux pas le pick dans un combat parce que KB Bhullar, non, n'aura probablement pas l'avantage ici, mais quand même un beau combattant de taekwondo qui est capable de kicker at range. Donc, peut-être qu'à punching range de Breeze puis à kicking range de KB, c'est une distance qui sera pas si loin l'une de l'autre. Lui aussi, le très bon grappler, c'est le genre de gars de taekwondo qui est bon pour double leg ses adversaires puis les tabasser au sol, là. KB Bhullar. Fait que, d'après moi, ça va être compétitif. Breeze risque de peut-être même être en train de gagner ce combat-là jusqu'au moment où il va se mettre comme, pas se mettre dans le pétrin, mais il va avoir une situation peut-être un peu moins favorable pour lui. Puis c'est dans ce moment-là que souvent on voit tout s'écrouler pour lui. Puis comme j'ai dit, tant que je l'ai pas vu prouver le contraire, je peux pas le pick dans ce combat-là. Fait que j'ai KB Bhullar, TKO, 2e round. Ensuite, Chris Daukaus face à Rodrigo Nascimento. Puis écoute, je pense que j'ai assez aimé ce que j'ai vu de Nascimento face à Rafael Pessoa pour dire qu'il va battre Chris Daukaus ici, là, probablement par soumission, premier ou deuxième round. C'est un combattant qui
contrairement à plusieurs heavyweights, a l'air de savoir ce qu'il fait là, dans la cage, dans le sens, il arrive là, puis ses strikes set-up, ses entrées dans le clinch, ses takedowns qui set-up le fait que c'est une black belt assez solide au sol, puis tu sais, un heavyweight qui arrive avec un game plan puis qui l'exécute pour gagner des victoires, souvent c'est comme juste ça que tu as besoin de voir pour dire oh, ouais, cet heavyweight-là va probablement gagner plusieurs combats dans l'UFC. Puis Chris Dakar, c'est capable d'arriver puis de puncher les gars assez solides puis de les knocker s'ils sont pas prêts, mais c'est pas quelqu'un que je voyais arriver dans l'UFC en me disant ouais, il va avoir beaucoup de succès. Écoute, je le piquais même pas contre Parker Porter. C'est sûr, quand j'ai vu Parker Porter arriver dans la cage, je me dis ouais, peut-être Dakar va gagner finalement, mais bref, c'est ça. Ensuite, Impa Kassan Ganai qui est déjà de retour face à Joaquin Buckley. Et puis ça va être un combat intéressant parce que Buckley frappe fort. Joaquin Buckley, il a l'air d'avoir du Buckley dans ses mains, peut t'endormir. Mais sinon, tu sais, je sais pas s'il y a tant d'autres choses à sa game. Puis même si Kassan Ganai est très nouveau là, dans la MMA, il est déjà très complet. Puis c'est vraiment quelqu'un qui arrive dans l'UFC comme un all-rounder, quelqu'un qui est capable de t'out-striker, qui va t'amener au sol si ça va pas bien, qui a un bon top control, qui est vraiment très proficient dans tous les aspects de la game. Puis, tu sais, t'arrives avec un combattant très complet qui a déjà prouvé être capable de gagner à ce niveau-là face à un combattant semi-unidimensionnel qui n'a pas encore réussi à gagner à ce niveau-là. Je vais aller avec Kassan Ganai ici. Une petite gorge de 7-Up pour qu'on passe à l'autre combat. 135 livres, on a Ali Al-Kaissi qui est de retour face à Tony Kelly. Tony Kelly, là, c'est le gars qui a fait la war complètement ridicule contre Kai Kamaka. Puis pour vrai, juste pour ce combat-là, je le pique ici. Parce qu'on a eu Al-Kaissi s'est battu contre Erwin Rivera. Ça a été un bon combat back and forth. Mais t'as vu que Al-Kaissi était vraiment plus axé sur le contrôle. En général, puis que c'est Erwin Rivera qui essaie de scrambler, qui essaie de lander le dommage, qui essayait d'être le combattant le plus actif, puis qui cherchait le plus activement à marquer des points pour gagner ce combat-là. Contrairement à Al-Kaissi qui est bon, c'est capable de jumper sur un bon single ou sur un bon double, puis qui est capable de te take down. Il y a un bon top control, va te garder là, et tu sais. Très professionnel dans cet aspect-là, mais comme Tony Kelly, c'est un madman, puis il n'y a aucune chance que Tony Kelly, s'il se fait takedown par le chum Al-Kaissi, qui accepte la position. Tony Kelly, c'est un peu comme Erwin Rivera, mais mieux, selon moi, là. Genre, qui va scramble, qui va jamais accepter aucune position, qui va travailler tout au long. Puis même s'il mange une bonne volée là, contre Kamaka, a réussi à revenir dans le combat de maintes reprises, puis le mettre dans une coupe de vraiment sticky spot. Fait que j'ai Tony Kelly là, assez clairement dans ce combat-là par décision. Ensuite, un autre excellent combat. Là, sur papier, je ne sais pas si dans la cage ça va être autant excitant que ça pourrait l'être. C'est Giga Chikadze face à Omar Morales. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est deux bons strikers, vraiment deux excellents strikers, mais pas les deux strikers qui vont se battre au pace le plus ridicule. Genre, c'est des deux strikers qui sont bien contents de sit at range, d'essayer de vraiment bien mesurer leur adversaire, de voir à quelle feinte il mord, quelle feinte il mord pas. Puis de là, tu sais, oui, commencer à build leur attaque, mais lentement, mais sûrement. C'est pas des gars qui vont arriver puis qui vont amener un pace à la Tony Kelly, là, justement. Fait que j'ai l'impression qu'avoir deux gars comme ça, on pourrait avoir une genre de point kickboxing battle at range qui est toujours très intéressant quand tu as deux bons strikers techniques, mais qui est peut-être pas genre le genre de action fight que tu t'attends de deux strikers de cette trempe-là. Mon read ici, c'est que Giga Chikadze, les seules fois à date dans l'UFC qui s'est fait mettre dans le trouble, c'était à cause qu'il s'est fait takedown, puis que des fois, on dirait il est pas si mauvais que ça pour se relever, mais ça lui prend un peu de temps des fois, puis il perd comme des précieux moments de combat là, sur son dos des fois. Je sais pas si c'est le genre de game qu'Omar Morales va emmener, même si ça serait tout à son avantage. Si j'étais confiant qu'Omar Morales arriverait dans ce combat-là, strikerait avec Chikadze, mais il mixerait des takedowns ici et là, je pense que je le piquerais assez aisément ici, mais vu que j'ai comme pas l'impression que c'est ça qu'il va essayer d'amener comme game plan, puis que j'ai jamais encore vu littéralement personne toucher Giga Chikadze debout là, de façon assez significative. Je vais y aller avec le gars que je pense qu'il est le meilleur striker
si je m'attends à un striking match. Puis ce gars-là, selon moi, c'est Giga Chikadze. Donc je l'ai par décision ici. Ensuite, rapidement, chez les 135 livres, on a Tracy Cortez face à Stephanie Egger. Stephanie Egger, c'est Ronda Rousey, genre. Basically, c'est ça le style de Stephanie Egger. Va essayer de judo throw puis de pogner le top control. Elle est pas confortable debout. Elle est pas confortable nulle part d'autre que dans le clinch et sur le top. C'est quelqu'un que si tu réussis à mettre sur son dos, elle est pas vraiment confortable là. Puis Tracy Cortez a assez d'outils dans son coffre. Elle est quand même une bonne combattante debout, qui lutte bien, qui est capable d'être une bonne clinch fighter, mais pas juste d'aller dans le clinch pour essayer de take down son adversaire, de la judo throw. Elle a quelques aspects dans sa game dans le clinch, elle est capable de striker, elle est capable de faire plein de choses. Donc, combattante beaucoup plus complète, avec plus d'expérience, Tracy Cortez par décision. Et finalement, Bruno Silva affronte Tagir Ulanbekov, un nouveau flyweight qui va être à surveiller parce que c'est un gars de Eagles MMA, un gars de Team Khabib. Littéralement, il y a Khabib dans son coin à plusieurs reprises. Ça va peut-être être même le cas en fin de semaine. Par exemple, peut-être plus Zabit que Khabib en termes de game. Il n'y a pas le cardio de Zabit. Là. Heureusement pour lui, c'est un gars qui est âprement capable de faire ses 15 minutes. Mais si tu le voulais le mettre sur le spectrum là, du russe à quelque part entre Zabit et Khabib, il tend plus vers Zabit. Genre Saïd Nurmagomedov, des gars comme ça qui vont préférer travailler debout en arrière d'une bonne kick game, se servir de leurs mains s'ils en ont besoin, mais c'est vraiment plus des kickers. Puis le moment que tu penses que tu vas switch up le momentum en les luttant, tu te rends compte que tu out-wrestleras pas ces gars-là. Bruno Silva est définitivement un flyweight brésilien qui est dans l'UFC, qui gagne pas, qui réussit à rendre ça compétitif parce qu'il a du cœur, puis tu sais, va jamais abandonner, puis il est quand même, tu sais, pas un mauvais combattant en général, se débrouille correct partout, réussit jamais vraiment à gagner assez de moments pour gagner. C'est ça le problème avec lui, mais il est là, puis il est compétitif jusqu'à temps qu'il sera plus là, qu'il va probablement être dans un ou deux combats selon moi max. Donc j'ai Tagir Ulanbekov ici par décision face à Bruno Silva, et ça va conclure mes analyses et prédictions pour l'UFC Fight Island 5, Moraes contre Sandhagen. Vraiment hype pour ce main event-là, vraiment hype de voir Ilia Topuria dans l'UFC, de voir KB Bhullar, Alan Bodo, et même le chum Tagir Ulanbekov, tous des débuts que j'attendais. Même Dricus Duplessis, là, je l'attendais, mais peut-être plus pour la qualité LOL que ça va être de le voir se battre contre genre Andrew Sanchez dans une coupe de fight, puis ils vont te sortir un weird combat de kickboxing de 15 minutes que vous n'aurez jamais compris comment ça va être weird cette affaire-là. Fait que bref, c'est ça, laissez-moi un like si vous avez apprécié, un commentaire, me faire parler de vos prédictions, de qu'est-ce que vous êtes hype, qu'est-ce que vous êtes pas hype. Et abonnez-vous comme je vous ai demandé dans le début du vidéo, ça serait bien gentil. Et c'est ça, bye.